Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'actrice Annie Roman, qui nous livre ici sa philosophie de vie. Elle nous parle également de son enfance et de l'éducation particulière qu'elle a reçue et qui l'a profondément structurée. Je vous souhaite une belle rencontre. Nous nous sommes vus à plusieurs reprises chez une amie commune parce que nous partageons toutes des origines arméniennes. Pour vous, c'est par la voie maternelle, la branche maternelle. Pour moi, c'est par la branche paternelle. Vous avez dit à plusieurs reprises des choses qui m'ont fait tendre l'oreille et qui m'ont donné envie de vous inviter pour approfondir avec vous ce legs particulier qui vous a donné manifestement une certaine force. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier d'actrice? C'est la créativité. La créativité, c'est l'invention, jamais la même chose, rencontrer des gens qui vous parlent d'une pièce, d'un film. Ah voilà, on va faire comme ci, comme ça. Oh, c'est génial. C'était l'ouverture comme ça au monde, à la créativité, à des gens. Et où aussi on est au gré des gens aussi, hein. J'étais pas médecin qui s'installe et qui fait ça et qui a une clientèle. Non, c'était ah oui, alors c'était ouvert comme ça, c'était beau, c'était respirant, c'était très respirant, c'était. Je crois que c'est ça et la créativité bien sûr. Chaque projet dans lequel j'entrais était différent du précédent et va être différent du suivant. C'est incroyable quand même. Oui, c'est cette nouveauté permanente. Oui. Et rencontrer tous ces gens et puis les perdre ensuite, hein, c'est bien aussi. On les laisse partir, les gens. Oui. Alors parfois on continue à être amis, mais en réalité on laisse. C'est un fleuve, on avance vers la mer. Ce que je dis moi toujours aux enfants avec qui j'ai parlé, j'en avais 130 là, il n'y a pas longtemps devant moi pour parler du génocide des Arméniens et j'ai un peu agrandi le champ en disant surtout faites ce que vous voulez faire, faites ce que vous avez à faire, ce qui vous plaît, n'écoutez personne, faites. Et ils avaient 14 et 15 ans. C'était très violent quand même parce que les parents sont là derrière. Et j'ai dit non, non, n'écoutez personne, faites ce que vous avez envie de faire. Mais ils auraient pu me dire, mais non, mais il ne faut pas dire aux enfants qu'ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, c'est nous qui décidons. Vous croyez en 2023 que c'est encore comme ça? Ah oui, Ouais. ah oui, je suis sûre. Le problème de l'adolescence, à mon avis, ce sont les parents. Parce que les parents, jusque-là, ils avaient un enfant adorable qu'ils pouvaient prendre dans les bras, manipuler au sens noble du terme, manipuler, embrasser. Et petit à petit, enfin, ou d'un coup, un jour, ils se trouvent en face d'un être qui a sa façon de voir le monde, sa façon d'être, sa façon d'avoir envie de continuer comme ça et pas comme ça dans la vie, de faire des choses, des choix. Et les parents, ils ont leur crise d'adolescence parce qu'ils n'arrivent pas. Et donc, ils se plaignent en disant, oh là là, mais c'est l'adolescence. Alors, les parents entre eux, ils se parlent et ils disent, oui, non, mais ma fille, mon fils, il est en pleine adolescence. En réalité, c'est eux qui n'y arrivent pas à comprendre l'enfant qui veut s'affranchir. Ouais, ils s'affranchissent, c'est un affranchissement. Oui, ils veulent exister par eux-mêmes, ils veulent avoir leurs idées, ils veulent montrer qu'ils sont capables. Oui, montrer qu'ils sont capables, qu'ils sont grands, qu'ils sont en train de grandir. Et que les parents, parfois, ils sont un peu bêtes, quoi. On va dire autre chose, ils sont un peu. Ouais. Ils sont parfois dépassés. Moi, j'ai un peu ce sentiment avec les nouvelles technologies, avec les centres d'intérêt des jeunes, le monde virtuel qu'ils peuvent développer. Ils peuvent rester quand même des heures à développer des amitiés derrière des écrans ou à s'intéresser à des jeux vidéo et perdre un peu le contact avec la réalité. Et moi, j'ai des parents en consultation qui viennent me voir en me disant, mais c'est terrible, notre fils est entré en dépression. Et quand on écoute le fils, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment une dépression, mais c'est plus une autre façon de vivre, tout simplement, une autre façon d'appréhender le monde. C'est vrai que les réseaux sociaux, les jeux, tout ça change énormément l'individu est en train de grandir. Pourtant, je pense que par rapport à l'amour, par rapport à pour les ados, j'entends,
C'était comme il y a 4 siècles, c'est-à-dire qu'on est toujours, oh, je l'ai vu, je l'ai regardé, il m'a pas regardé, il m'a regardé. Je crois que il y a toujours ce même cheminement. Mm. Il est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est un peu perturbé, perverti, oui, c'est vrai. Et Mm. les jeunes ont envie, comme toujours, de faire partie d'un groupe, de pas être singulier. Mhm. Et avec les réseaux sociaux, c'est encore pire, quoi. Il faut être dans le Mm. groupe. Et plus Mm. on a d'amis, mieux on est, quoi. Plus Mm. on se sent heureux. Mais il faut peut-être essayer de les aider à être eux-mêmes. Mhm. Ça, si un enfant n'est pas content ou est en colère contre ses parents pour quelque chose, je crois qu'il faut comprendre pourquoi et aller voir ce qui se passe. Parce qu'il dit Mm. sa vérité, il le dit mal, hein, bien sûr, mais Mm. il a quelque chose à dire qui ne va pas. Justement, ces enfants, vous me disiez que dans les écoles où vous intervenez, hein, toujours en témoignage par rapport au livre que vous avez publié sur l'épopée de votre grand-mère arménienne, les enfants vous aiment beaucoup, justement. C'est ce que vous m'aviez confié, hein, Oui. ils ont spontanément une Ils étaient, confiance, un élan avec vous. il y en avait 130 en face de moi dans un théâtre et ils m'ont posé des questions. Ils avaient lu le livre. J'ai répondu le plus honnêtement possible. Et ils écoutaient parce que justement, ils sentaient que d'abord le livre était émouvant et ensuite j'essayais de ne pas jouer la grande fille, quoi, l'adulte face aux enfants. Non, j'ai rien à jouer. Je suis comme je suis. Et d'ailleurs, à un moment, je dis, mais vous êtes trop mignons, là, tous. Déjà, de dire ça, ça fait un peu bizarre. Et alors, j'ai ajouté, mais moi, je crois que je vais vous adopter alors. Et j'entendais, mais oui, adopter. C'est pas trop adorable. Et j'ai donné des anecdotes sur le respect de soi-même, le respect des autres. Mais c'est vrai que ce livre, on peut en parler si vous le souhaitez, hein, c'est un livre qui peut les ouvrir à des réalités qui sont loin d'avoir connues, puisque c'est quand même assez particulier. Ça relate les souffrances de votre grand-mère, hein, qui a dû s'enfuir au moment du génocide. Elle n'avait que 21 ans, si mes calculs sont bons, c'est ça? 22. 22 Elle s'est ans. pas enfuie, hein, elle était dans le génocide, Oui, elle était dans le génocide, hein, c'est ça. Mais non, ce que dans je les voulais dire, c'est que convois. c'est Elle ça. s'est évadée 2 fois, oui, c'est Elle s'est ça. évadée 2 fois des convois, c'est ça. Et dans des conditions quand même très compliquées, elle a perdu sa petite fille de 4 mois, Mhm. son mari qui a été tué, et elle a été contrainte d'abandonner, entre guillemets, son fils de 4 ans, hein, c'est bien ça? À une Non. paysanne À une, turque. à une paysanne turque, Elle ouais. lui a donné. Elle a Elle dit, lui a prends-le, donné. Mhm. Mhm. faut avoir le courage. Mhm. Et elle l'a sauvé comme ça. Elle l'a sauvée comme ça. Et la Et elle s'est Providence a sauvée. fait que finalement, elle a retrouvé ce Elle l'a fils. retrouvé, oui, 5 ans après. Hmm. Est-ce qu'elle vous en a parlé de ça, de ces retrouvailles Mais oui, de tout, de tout, de tout. Elle m'a tout, enfin tout. J'étais petite, hein, j'étais avec elle, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et même à la fin, je me disais, mais tu sais, alors j'ai fait ça. Je dis, non, grand-mère, ça s'est pas passé comme ça. Ah bon? Ah, mais ah ben, je perds la mémoire un peu. Alors, comment ça s'est passé? C'est moi qui lui racontais son génocide. Hmm. C'était génial. C'était superbe, ça. C'est-à-dire qu'elle me faisait une confiance absolue, que je lui raconte, re-raconte ce qu'elle m'avait Hmm. confié. Et je suis très reconnaissante à cette femme de m'avoir confié tout ça. Même Hmm. si j'étais petite, on pleurait beaucoup dans les bras l'une de l'autre. Mais elle m'a appris qu'on pouvait être fort, qu'on était une femme, qu'on pouvait s'en sortir, qu'on pouvait tenir tête aux soldats, qu'on pouvait s'évader, qu'il n'y Hmm. avait pas de règles. Il fallait, si on vous disait allez là, eh ben, vous pouvez aller là-bas. Hmm. Faut pas écouter. Si on Hmm. pense que c'est mieux comme ça,
Je parle de survie là, mais, Oui, bien sûr, oui. mais même dans la vie courante, je veux dire, si on a envie de quelque chose, faut pas se laisser dicter son comportement, pas trop, non. Ou en tous les cas réfléchir pourquoi et je ne veux pas faire ça ou comme ça. Très important. Et voilà, elle m'a appris ça, elle m'a appris et puis à faire des études. Hein, ça, c'était clair que elle disait toujours, moi j'étais riche avec mon mari, nanana. On avait des grands-mères avec des sacs d'or, de colliers, tout ça. Eh bien, tu sais, ça sert à rien parce que quand on te prend tout, tu n'as plus rien. La seule chose qui te reste, c'est toi avec ton éducation à l'intérieur de toi. Donc, tu vas faire des études. Bon, d'accord. Et vous Donc, j'ai avez fait fait des des études études de psycho, je crois, c'est de ça? psycho, je commençais médecine, de psycho, et tout ça m'a pas emballé. C'était bien, hein, Ouais. ça marchait bien, c'était super. Et puis un jour, j'ai décidé d'être actrice. J'ai écouté ce qu'elle disait, ce qu'elle me disait. Euh, il faut choisir, quoi. Pourquoi elle s'est sauvée? Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un chemin comme ça, qui se dédoublait, elle a choisi le bon chemin. Hmm. Pendant le génocide, pendant le, tous Elle a ces, choisi la vie à chaque fois, voilà, c'est ça. oui, elle allait vers, elle savait que c'était là, Hmm. et elle comprenait, ah ben je vais faire ça, je vais là, je m'évade là, je suis reprise, mais je vais évader de nouveau. Et moi, elle m'a appris ça, c'est-à-dire, si ça te convient pas, change. Hmm. Si là où tu es, ça te pique, enfin, façon de dire, ça va pas, Hmm. change. Oui, c'est On ça. n'a qu'une vie, il faut avancer, il faut C'est faire autre ça, chose. cette liberté d'action, cette liberté de Oui, penser. Ouais, sans avoir peur. c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous a permis de vous construire dans ces références douloureuses, ces modèles de douleur, hein, votre grand-mère, il y a aussi votre mère qui s'est retrouvée finalement elle aussi abandonnée, hein, qui n'a pas pu vous élever d'une façon classique. L'amour que ces gens me portaient. Hmm. J'étais la prunelle de leurs yeux, comme on dit. Hein. Hmm. Et, j'étais très peu contrariée. Ah oui? Ouais. Je faisais ce que je voulais avec ma grand-mère. Vous étiez l'enfant reine. Oui, oui, c'est ça, enfant reine. Et comme je tombais malade, beaucoup à cause de ces histoires, je pense que ça me prenait un peu le cerveau. Et donc, je restais. Le docteur avait dit, bon, alors si le matin elle veut pas aller à l'école, il faut pas qu'elle y aille. Ok. Tu veux aller à l'école? Ah bah non, j'ai pas envie. Ok, on reste à la maison. Et donc, on partait se promener à Marseille avec ma grand-mère, et puis on allait faire les courses au marché des Capucins, puis on revenait à la maison, je faisais à manger, puis après elle me disait, tu veux qu'on aille au cinéma? Ok, alors on allait au cinéma 3 fois par semaine, quand vous avez 7 ans, 8 ans, c'est incroyable. Oui. Et j'allais au cinéma, alors il y avait le Cinéac sur la Canebière, c'était pas cher, c'était des vieux films, enfin vieux, quand je dis vieux, 3 ans, 4 ans, des KPDP. Alors les films de guerre, on n'y allait pas, non, ça ne nous plaisait pas. Il y avait des KPDP, il y avait des westerns, il y avait des films drôles, comiques, et donc on était là, on regardait les affiches et les photos, on choisissait, on allait. À 2 heures, on partait voir le film, on rentrait dans la salle, et puis à la fin du film, alors j'avais regardé, et je disais, je voudrais rester encore une fois. C'était permanent, comme ça Oui. s'appelait. Alors, elle me disait, ah bon, bon, alors je vais faire les courses et puis je viens te chercher après. OK. Et je restais une deuxième séance. Et là, c'était génial parce que j'étais débarrassée de l'intrigue. Je savais la fin, Oui. je savais le milieu, tout, je savais tout. Et là, je voyais vraiment, je crois, comment c'était fabriqué. Hmm. Et j'ai anticipé, ah oui, là, il va tomber, là, c'est le caillou, il va s'accrocher, mais il va. Et puis l'autre va lui mettre le pied sur la main, il va tomber du donjon, et l'autre, elle crie, oh. Voilà. Et je crois que ça m'a développé une certaine imagination. Voilà. Et quand on rentrait à la maison, elle venait me chercher, bien sûr, elle ne m'oubliait pas. On rentrait à la maison, elle préparait à manger, et là, je disais, tu sais, et je lui racontais le film. Elle est dans la cuisine pendant qu'elle faisait cuire, je sais pas quoi. Et alors, elle me disait, mais j'ai pas vu tout ça, moi. Hein. Mais si, tu sais. Ah non, non, c'est drôle, j'adorais ça. Voilà, on allait se promener beaucoup, enfin, c'était gai, et surtout, je lisais. N'importe quoi, je lisais tout. J'avais une soif de lecture, Oui. j'ai appris à lire toute seule, à écrire comme ça, je lisais tout. Bah, déjà, sur la Canebière, il y avait écrit cinéma. Bon, ça, c'est facile à apprendre à lire.
À partir de mon prénom, Anish avec le A, c'était A, voilà. Ça va vite, hein, 26 lettres, on y arrive très vite. Et donc, un jour, j'ai dit à ma mère, mais au fait, qui m'a appris à lire et à écrire? Bah, elle m'a dit, bah, t'as appris, hein, c'est... J'ai dit, non, mais un cahier, mais non, mais de quoi tu parles? T'as appris, c'est tout. Mais personne m'a Mhm. appris. J'ai appris toute seule. Mhm. Alors, ça, c'est très étrange comme chemin mental. Ouais. On pourrait dire que vous vous êtes construite dans un univers quand même très féminin, dans un univers de Tout à femmes. fait, Mhm. tout à fait. Il y avait l'oncle, le fameux petit garçon qu'elle va abandonner et qu'on retrouve et qui va être très attaché à sa mère. Il a abandonné, donc. Et cet homme, il va mourir à 98 ans. Mhm. Et, et une ou deux fois, je lui ai dit alors, c'était comment quand elle t'a abandonné tu avais 5 ans? Et là, il me dit, mais t'es folle. Elle m'a jamais abandonné. On m'a arraché de ses bras. Mhm. Je ne pouvais pas supporter l'idée. Alors qu'elle écrit dans son carnet, ma grand-mère, qu'elle l'a donné, hein. Mhm. Elle l'a donné. Et elle a très bien fait. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas. Mhm. C'est une chance, non pas une chance, un pourcentage de réussite possible pour garder l'enfant en vie. Envie, c'est ça, c'est C'est ça. ça, c'est ça. C'était ça qu'il a voulu dire. C'est que c'est pas un abandon au sens classique du terme. C'est contre ça qu'il se révolte. C'est que le mot pour lui n'était pas juste. Voilà, c'est qu'elle lui a sauvé la vie, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà. Et la sienne aussi, à Et elle. la sienne aussi, voilà, c'est Parce que ça. si tu as un enfant de 5 ans dans un convoi comme ça, sans manger, sans boire, que tu peux pas porter, ou que tu portes, mais tu tombes. Et donc, grâce C'est à ça, elle se sentait aussi libre de manœuvre. Voilà, et elle hum, s'est sauvée. Oui, je crois que c'est cet amour, et ces femmes, ma mère m'a montré si ce courage, ce travail, de tenir, serrer les dents et de tenir. Et, euh, et ma grand-mère m'a appris à aimer. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes mhm, à qui on n'a pas appris à aimer. Alors ils mhm, aiment leurs enfants, ils aiment la grand-mère, mais c'est pas cet amour. Quand on aime un enfant, se jette tout de suite dans le feu, quoi, pour le sauver. C'est un amour absolu et c'est ça qui est beau. Et peut-être il faut l'apprendre aux enfants, ça, cet amour. Parce que mhm, maintenant, c'est difficile avec les réseaux sociaux, avec les parents qui travaillent beaucoup, ils ont des charges énormes sur le dos pour gagner leur vie, pour se faire une vie, pour payer l'appartement, je ne sais pas. Et donc, ils ont moins d'attention souvent aux mhm, enfants. Et mhm, les enfants, c'est vrai, ils commencent à se débrouiller assez vite, ils mhm, savent répondre au téléphone. Et on oublie de rester avec eux, de les aimer encore et encore et encore. Le mhm. jour où ma fille de 12 ans que j'embrassais comme ça, elle m'a dit, bon maman, maintenant ça suffit, hein. Ça suffit. J'ai 12 ans, tu vois, c'est bien. Je sais que tu m'aimes, c'est bon. Voilà. Je dis, bon, d'accord. Et j'ai compris que c'était la goutte qui a fait déborder le vase de l'amour, quoi. Elle a compris que je l'aimais. Voilà. Toc. Elle m'a dit, bon, maintenant ça suffit, tu m'embrasses toute la journée. On embrasse les bébés, mais c'était drôle quand elle m'a dit, bon, maintenant ça suffit. Je suis grande, elle était grande. Et je la traitais comme un petit bébé. Je l'embrassais. Je Mhm. l'embrassais pas pour le dire bonjour, comme ça, Cette vie un peu, comment dirais-je, chaotique, on peut dire. chaotique, voilà, c'est ça. Vous disiez que vous vous êtes toujours senti bien amarré. Oui, la vie, c'est on va faire les courses, on se prépare à manger, on dort, on lit, on se parle. Voilà, c'est ça la vie, hein. C'est pas forcément d'aller sur la lune. C'est juste ces choses si simples, si fondamentales qu'il faut ressentir, éprouver et savoir faire, quoi. Mhm. Puis après, on fait plein de choses, mais c'est pas tout cuit dans l'assiette que ce qui arrive. Quand on allait avec grand-mère faire les courses, comme elle avait un accent, parfois on lui donnait des poires blettes et tout ça. Elle arrivait à la maison, elle disait, oh, regarde, je vais couper la moitié, tout ça. Et moi, ça me fendait le cœur, parce que je comprenais qu'on l'avait volée et qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Et qu'ils avaient profité de sa vieillesse, de sa faiblesse, entre guillemets, pour... ils ne savaient Mhm. pas qui elle était, mais mais Mhm. pour lui fourguer, ça se faisait beaucoup à l'époque, hein. Vous savez Mhm. ça, les fruits un peu passés, tout ça. Et, hum, et ça vous amarre à ce qu'on mange, quoi, à ce qui on est, à ce, Mhm.
c'est la nourriture, il faut manger. Voilà. Ouais. Je crois que c'est ça, c'est amarré à la vie. C'est comme un bateau, quoi. Un bateau, il est sur l'eau, il y a le vent, la voile, la boussole, il n'y a pas grand-chose, quoi, pour avancer. C'est ça le fondement. Après, si on a ça bien amarré, bien intégré, après on peut faire tout, quoi. On peut y aller, on peut faire le tour du monde. Je suis allée 6 fois en Chine, je n'ai pas du tout peur. Dans ce grand voyage, est-ce que vous aviez un cap? Non, moi, j'ai jamais eu. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, qu'ils ont eu. Je voulais devenir ça et j'ai réussi. Moi, je voulais rien devenir et j'ai réussi. Devenir rien, c'est-à-dire rester à être un être humain, c'est tout. J'avais pas mon nom, non. Mais j'ai eu beaucoup de joie simple comme ça, de vie. Je suis allée en Chine, je me baladais à Pékin, je prenais le métro, je prenais le bus, je me perdais. J'adorais ça. C'était il y a 10 ans, 12 ans. C'est-à-dire que je j'ai pas peur, quoi. J'ai pas peur de me retrouver perdue ou de me dire, mais après, faut que je fasse attention à la nourriture, ou je vais attraper des microbes. Vous savez, il y a tous ces sortes de choses qui vous empêchent d'être là. Parce que vous savez vous débrouiller. Je crois comme ma grand-mère, je peux me débrouiller. Je peux survivre, entre guillemets. Je n'ai pas besoin de survivre, mais je pourrais. Je sais comment ça fonctionne, quoi. La vie, la vie de base. Et peut-être que beaucoup n'ont pas cette base. Et si on n'a pas la base, on chancelle un peu, peut-être. Et la base, c'est ça, c'est savoir faire cuire une aubergine. Je dis ça parce que je trouve que c'est le légume le plus dur à cuisiner. Oui, une tomate, tout le monde fait. Bon. Mais quand je dis ça, c'est assez naïf, mais je crois que ça repose sur une vraie vérité, quoi. Une vraie vérité, oui. Mhm. C'est pour ça que je disais que l'amour des jeunes gens, tout ça, c'est toujours la même chose. Il m'a regardé, il m'a pas regardé. Oh, il m'a fait un signe, peut-être. Non, c'est depuis le Moyen Âge, mais depuis avant, depuis les Égyptiens jusqu'à maintenant, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Et la nourriture, c'est pareil. Et la survie, avoir un toit sur sa tête, c'est pareil. C'est pareil. Maintenant, c'est enrobé dans des choses extraordinaires, des sacs Vuitton, des internets, je ne sais pas. Mais en réalité, au fond, c'est ça. Mhm. Vous savez, à Luxor, il y a des temples en Égypte magnifiques les uns derrière les autres. Chaque pharaon se faisait son temple devant l'autre. Bon, des pilastres avec des décorations extraordinaires. Et le peuple était là à regarder ça. Et c'était vraiment ces gens, le grand prêtre et puis le pharaon, c'est des êtres exceptionnels. Ok. Et puis, il rentrait là, puis après, il ne pouvait pas avancer plus loin parce que c'était réservé au pharaon, au prêtre qui allait au fond, et c'était l'éternité au fond. Et maintenant, évidemment, on peut y aller au fond. Et au fond, alors, maintenant, on y va, on regarde. Qu'est-ce qu'il y avait sur les... Alors, avant, sur les murs, c'est les Égyptiens, ils sont tous comme ça, ils sont très beaux. Et là, au fond, c'était quoi? Il y avait une gazelle fait comme un enfant avec 4 traits. Il y avait une plante comme ça, tout, 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 c'est tout. C'était ça l'éternité. C'était ça la représentation pour le grand prêtre et le pharaon. C'était ça. C'était dépouillé de tout. On reste juste avec ce qui est important, nécessaire et indispensable à l'être humain. Vous le faites comprendre à travers votre livre même dans ce que vous m'avez dit cet après-midi. Vous avez absorbé quand même cette souffrance et parfois ça ressortait un peu en forme de somatisation. C'est tous ces récits là, vous disiez tout à l'heure, ça Absolument, oui. vous envahissait quand même. Ça vous... Oui, Comment on évacue tout ça? Est-ce que le jeu de l'acteur finalement c'est pas une façon d'évacuer? oui, peut-être. C'est-à-dire si j'étais restée non mariée avec ma mère, ma grand-mère, mon oncle à la maison, vieillissantes, comme eux, ils meurent les uns derrière les autres, je serais morte, quoi. Je veux dire, ça serait resté à l'intérieur, là, c'est... C'est ça, ouais. Mais le fait de sortir et d'aller vers l'inconnu, de rencontrer différentes personnes, peut-être, oui, je n'avais pas pensé à ça, peut-être ça m'a permis d'évacuer, de voir que d'autres aussi avaient souffert, tout simplement, Mhm. et que d'autres moins, mais... Et Mhm. peut-être... je racontais pas beaucoup, hein, je n'étais pas trop dans le récit. C'est le livre qui fait qu'on en parle, mais sinon avant je racontais pas trop, pas du tout. Ce que je Mais voulais dire, c'est le fait d'exprimer les émotions des personnages
derrière la caméra ou sur des planches de Oui, théâtre. Ça permet en fait c'est comme une catharsis, ça oui, permet c'est ça. d'évacuer un certain nombre d'émotions refoulées qui sont Oui, engrammées sûrement, longtemps. sûrement, vous avez raison. Oui, 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 puisque quand j'ai fait ma maîtrise de psycho, avec deux autres camarades qui étaient avec moi dans les cours, c'était création d'une activité théâtrale à l'hôpital psychiatrique. Et on était à Marseille, à l'hôpital Édouard-Toulouse, et on a pris un bâtiment, là, 50 patients malades, et on allait toutes les semaines leur donner des cours de théâtre. Mm. Et c'était formidable pour eux, hein. Et à la fin, on a eu tous, au début, personne. Et à la fin, ils étaient tous ça, ils nous attendaient au portail, enfin, à la porte là-bas. Enfin, c'était incroyable. Et sûrement, ça a contribué à faire une forme de catharsis, oui, sûrement. Oui. Et Bon, on dit aussi que pour des personnes qui ont du mal à prendre leur place dans le système familial, faire du théâtre, c'est très réparateur parce que c'est une mm, manière de prendre sa place. mm. On apprend son texte, on apprend son personnage et Oui, on c'est vrai, apprend finalement voilà, à se positionner. c'est sûr. Mm. Par exemple, j'ai joué dans une série américaine qui s'appelle Hitchhiker, l'autostoppeur. En français, c'était l'étranger ou je sais pas quoi. Donc, c'est un type, il fait du stop. Ça dure une demi-heure, le film. Il fait du stop et puis il est pris en stop. Et là, il se retrouve dans une problématique, une famille, et il va raconter l'histoire. Et le réalisateur, Georges Nialka, m'avait choisi pour jouer. C'était à Paris, ça se passait à Paris. Et j'ai joué une clocharde sous les ponts de Paris. C'était génial. Donc, c'était une semaine, hein, de tournage. Alors, j'avais demandé à mettre de la moelle de bœuf sur mes cheveux pour les nourrir. Donc, j'avais genre 200 grammes de moelle de bœuf que j'ai gardé toute la semaine. Ensuite, ensuite, il m'avait mis évidemment des taches, des trucs comme ça. J'avais des mitaines, j'avais 3 manteaux, j'étais dans des chaussures, c'est même pas les chaussures. Et j'ai adoré jouer ça. Et, et le réalisateur m'a dit, mais c'est incroyable, on dirait que tu as toujours été clochard. J'étais sous les ponts devant le feu comme ça, et la façon de marcher, la façon d'être, c'était génial. Mais ça me plaisait, hein. Mm. Euh, Qu'est-ce que vous ressentiez dans ce rôle? un dépassement, quoi, un dépassement de soi. Et en plus, moi, jolie comme ça, d'un coup, j'étais en lady. Et ça m'a plu, ça aussi. Comme si je me cachais. C'est comme si, comme ces mères arméniennes qui enlaidissent les filles pour qu'elles ne soient pas capturées, enlevées. Et j'étais en lady, et ça me plaisait beaucoup. Et, Mm. et le réalisateur, il m'a dit, oh, mais qu'est-ce que t'es jolie. Oh non, ça, c'est vrai, hein. Bon, alors ça suffit. Et alors, quand je suis arrivée le premier jour sur le tournage, c'était dans la cour du lycée Henri IV, parce que c'était l'histoire d'un garçon, enfin bref. Et alors, il me voit arriver comme ça, avec avec mes cheveux, machin, truc chouette. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers moi, il me prend, il m'embrasse sur la bouche, alors que j'avais presque des boutons de fièvre, hein. Il m'embrasse, enfin pas en vrai, en faux. Il m'embrasse comme ça. Et moi, je reste là. Il me dit, ah, mais t'es vraiment bien. Et alors là, j'étais pour la semaine. Et là où c'était génial, je m'en souviens donc, c'est que quand on tourne comme ça, c'était derrière Notre-Dame, il y a un petit bistrot, quoi, là, comme ça, qui est bien connu, juste là, avant le pont pour aller vers l'île Saint-Louis. Il y avait un bistrot là. Et là, on devait déjeuner à midi, toute l'équipe. Et donc, moi, évidemment, je me déshabille pas, je fais rien et je rentre. Je vous jure que c'est vrai. Le serveur, ou je sais pas qui, un homme, me dit dehors. Ah, j'étais contente. Il me dit dehors. Mais c'est vrai, j'étais. Et là, je me redresse et je dis, je suis une actrice, excusez-moi. Et dans la rue, près des ponts, tout ça, je marchais évidemment. Et ben, mais quand je tournais pas, les gens se détournaient de moi, hein. C'était Mm. comme ça. Ouais, Eh oui. c'était formidable. C'était formidable. Oui, c'est encore une autre expérience de la liberté finalement. Mm. Oui, c'est.
Et oui, c'est ça, et d'être débarrassé de son apparence aussi, c'est Mm. extraordinaire ça. Se débarrasser de son persona, hein, de ce véhicule social. Oui, Mm. c'est super. Mm. Je m'amuse bien. Annie Romo, est-ce que vous diriez que vous êtes une hypersensible? Bon, bah sûrement, oui, bien sûr. Hypersensible, mais elle se maîtrise. Pour lutter contre cette capacité que pourraient avoir les autres à vous toucher, Mhm. c'est ça être hypersensible. Leur avis ne m'intéresse plus. Mhm. Je me détache, c'est-à-dire, tu m'aimes pas, c'est pas grave. Ou Mhm. tu m'as dit un truc désagréable, ok. Mhm. Pas très gentil, mais ça me touche pas. Mhm. Ça me touche plus. Ça me touchait, bien sûr. Disons qu'un hypersensible, c'est en premier lieu quelqu'un qui amplifie tous ses ressentis malgré lui. C'est-à-dire que Ah oui. physiologiquement et sur le plan endocrinien, tous ses ressentis sont très amplifiés par rapport à la majorité des autres. Oui, alors, par exemple, acteur. Il se passe un Oui. truc quand on est acteur, on tourne. Alors, on tourne pour la télé, le cinéma. Surtout ça. Théâtre, moins, mais surtout ça. Donc, on tourne la journée, et quand on rentre chez soi, on dit, oh, cette scène-là. Mais j'aurais dû sourire à ce moment-là. Pourquoi j'ai dit bonjour madame et puis j'ai fait la gueule? Mais j'aurais dû sourire. Pourquoi non, mais c'est pas possible. Puis alors après, j'aurais dû un peu me tourner. Pourquoi et alors on refait la scène et ça tourne dans la tête. Alors C'est qu'il n'y a plus rien à faire puisque c'est fait. ouais, Et c'est ça. beaucoup sont comme ça. Beaucoup se Oui. martyrisent eux-mêmes. Et puis petit à petit, j'ai compris qu'il fallait lâcher ça, que c'était un don qu'on avait fait. Il est là. On a fait ça toute la journée. Maintenant, demain, on fera autre chose. Et peut-être que ce qu'on n'a pas voulu ou pu, hein, on peut le faire là, mais si on le fait pas, c'est pas grave, hein. Mhm. C'est que du cinéma, c'est que au bout d'un moment, c'est pas très grave, c'est pas très grave. On va tous mourir. Il restera Marilyn Monroe. Je veux dire, l'important, c'est pas de, faut pas se charcuter là. Ça va, c'est bon, c'est bon. Faut Mhm. vivre tranquillement, faut apprécier les plantes. Oui, c'est ça, c'est retrouver un peu cette nature, les choses simples, manger, dormir, boire un coup, Mhm. aimer, regarder un lever, un coucher de soleil, des jolies fleurs dans le jardin, Mhm. mais rêver, penser. Oui, pas être tout le temps occupé. Se laisser. Et c'était avec ma grand-mère, ça. C'est-à-dire qu'elle me laissait une paix royale, hein. Elle me demandait rien de faire dans la journée, rien. Par contre, on va au cinéma, mais après à la maison, bon, c'est bien. Elle s'allongeait, elle se grattait la tête et elle pensait à tout ce qui lui était arrivé. Et moi, j'étais là, je vaquais, j'écrivais des trucs, je sais pas ce que je faisais. Je lisais, je faisais des cabanes dans la chambre. Je prenais un clou, une couverture, je clouais là. Et je mettais deux chaises et ça faisait la cabane. Je me mettais dessous et je lisais. Elle me disait rien, c'est incroyable. Et donc, mais je me sentais pas perdue ni triste, hein. C'était comme ça, c'était gai. Mhm. Parce que elle pensait à me sortir aussi, hein. On sortait beaucoup, on se Mhm. baladait, on allait à la plage. C'était gai. Mhm. Est-ce que vous sentiez à l'époque vous, enfin, est-ce que vous aviez conscience de ce manque d'hommes, de présence masculine? Et il y avait mon oncle, hein, qui était beaucoup là. Mhm. Enfin, il habitait Paris, il venait souvent. C'était l'image masculine pour moi. Il était très gentil, un amour très gentil, jamais un mot au-dessus de l'autre, adorable. Et il m'avait invité au mois d'août à passer un mois avec lui à Paris, dans sa chambre d'hôtel. J'avais 9 ans et j'étais là, rue Mouffetard, la rue Saint-Médard qui n'existe plus. Alors, voilà, il y avait un hôtel. Et donc, je restais là. Et puis, il partait travailler, il me laissait. Puis, moi, j'allais au jardin des plantes toute seule, 8 ans. J'allais regarder les plantes. Et puis, je revenais, très autonome. Voilà. Et après, il me disait, ben, rejoins-moi, rue Sainte-Anne. Donc, je prenais le métro à Mons. Je descendais un peu À 8 ans? à 8 ans. Monge et je descendais à Palais-Royal. C'est direct, il y a 6 stations, je sais pas quoi. Ah, je comptais. On est où? C'est quoi? C'est combien de stations? Et je le rejoignais, oui, très autonome. Non, à 8 ans. Mais c'était moins que comme ça, non? Aujourd'hui, on a plus peur. Il n'y a peut-être pas les mêmes dangers non plus. Oui, peut-être.
Mais Jardin des Plantes, j'étais embarrassée par des hommes, hein, des vieux surtout. Ouais. Ils s'approchent, ouais, ouais, ils se frottent à vous. Enfin. Et moi, alors après, au bout d'un moment, j'avais des antennes comme ça. Je savais que comme à la démarche, hop, je partais. Enfin, enfin, c'était pas de tout repos quand même. Mais c'était beau, le Jardin des Plantes. Il y avait l'Otari, là. Il y avait son petit truc d'Otari. J'allais la voir. Oui, c'est une enfance spéciale, on peut dire. Spéciale. Mhm. Enfin, je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, ça c'est sûr. Mhm. Mais bon, j'ai pu faire beaucoup de choses qui me plaisaient. C'est quand même ça important, comment la plante pousse ensuite. Et ça vous fait quoi d'être cette grand-mère maintenant? Ah ben, j'adore. Je fais comme ma grand-mère. Ma petite fille dit toujours, elle m'appelle Yaya. Avec Yaya, je fais ce que je veux. C'est un ravissement pour moi. Elle pense qu'elle fait ce qu'elle veut. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais il y a le choix. Il n'y a pas le côté non. Euh, alors, tu prends ta douche la première ou c'est moi qui prends la douche la première? Ah non, non, je prends la douche la première. Hop, allez, va. Je ne dis pas, va prendre ta douche. Ça, c'est un ordre, c'est énervant. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, vous avez une manière de lui présenter les choses qui lui donne cette impression de faire ce qu'elle Oui, veut. Oui. oui, c'est ça. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'elle ne fait pas tout à fait ce qu'elle veut, mais c'est ça l'éducation, c'est d'être tranquille. Elle sait manger avec les petits poils, mais avec le couteau sur la fourchette. On lui a pas appris, elle a vu qu'on le faisait, elle le fait. Enfin, je veux dire, y a rien de spécial hein, dans l'éducation. Ne crache pas par terre. Non, mais c'est quoi l'éducation? Pas grand-chose, et c'est tout. Oui, mais j'ai envie de dire que la différence, c'est que vous lui transmettez ce sentiment de dignité en permanence, en étant attentive à lui Ah, laisser c'est ça. quoi. Ah oui, peut-être, oui. Et ça, c'est J'ai pas chouette. pensé à ça, oui. Oui, oui, il n'y a pas jamais de crise, rien. Mhm. Si elle a quelque chose, envie, et si on regardait un film, elle était toute petite, et si on regardait un petit film, 2 ans et demi. Alors je dis, ah ben oui, c'est une bonne idée. Puis après, un autre jour, je dis, ben non, parce que là, tu vois, on va manger, alors on mange, et puis après, on regarde le film. Bon, d'accord. C'était toujours, c'est pas, non, non. Oui, oui, de se respecter aussi. Je la respecte beaucoup, beaucoup. Mhm. Il Mhm. faut. C'est très important, je trouve, de respecter. Pas parce que l'enfant est petit qu'on fait ce qu'on veut. Mhm. Je la considère comme une grande personne, enfin, comme quelqu'un de, j'allais dire valable, de quelqu'un entier. C'est pas un Oui, fragment d'un enfant, d'un adulte, c'est une personne entière. oui, oui. Mais c'est vrai que quand vous avez des adultes qui sont sous des injonctions permanentes au travail, dans la journée, en entreprise, et sans s'en rendre compte, ils reproduisent cet univers d'injonction à leur enfant. Mais vous Si vous l'entendez pouvez dans les lui... jardins, dans les squares, dans la Oui. rue, vous entendez? Reste là, je t'avais dit de pas bouger. euh, Arrête de faire ça, arrête, ne cours pas, touche pas. Alors on va aux puces et les enfants, ils sont là, ne touche pas, on touche rien. Ben, si tu vas aux puces, tout le monde touche. Pourquoi tu... Oui. Je pense que la société indique aussi comment il faut se comporter, non? Oui, vous avez cet avantage de vous en être beaucoup affranchi sans même l'avoir cherché finalement. Oui, c'est ça. Ma grand-mère, quand elle avait envie de faire pipi, on était en ville, entre deux voitures, elle regardait, elle soulevait sa jupe, elle faisait pipi. Ah, non! Et moi, j'étais là. C'est la honte absolue. Donc, ça m'a appris quelque chose. Est-ce qu'il y a un Bon, message que vous voudriez faire passer, Annie? soyez vous-même, soyez vous, trouvez votre vous à vous, aimez-le, caressez-le, développez-le et donnez-le au monde. Donnez-le, donnez-le, soyez généreux et respectueux, voilà, et sincère, honnête, vrai. Voilà. Merci beaucoup. Merci Liliane, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Annie. Au revoir.